Bonjour à tous et bienvenue pour ce carnet de notes du mois de mars, en tout cas pour sa première partie. Aujourd'hui nous allons parcourir les résultats de nos meilleurs joueurs ATP et de nos meilleures joueuses WTA. À vrai dire, c'est plutôt dans les challengers et dans les gros ITF féminins que les résultats ont été les plus satisfaisants, puisque les gros tournois ATP et WTA d'Indian Wells et de Miami n'ont pas vraiment souri aux Belges, en tout cas en simple. Et chose exceptionnelle, je terminerai cette vidéo par les résultats sur le ITF World Tour, car ils n'ont vraiment pas été bons non plus, et surtout pas suffisants pour faire une vidéo à part entière. Et je commence tout de suite avec le top 3 de l'ATP. Les résultats de nos joueurs masculins ont été plutôt inconstants ce mois de mars. C'est ainsi que David Goffin se retrouve tout de même à la première place de ce podium, malgré des résultats assez moyens, en tout cas selon ses standards. Surpris d'entrer à Indian Wells par le qualifié Krajinovic, qui fut tout de même 26e mondial il n'y a pas si longtemps, David a décidé de rejouer tout de même un challenger à Phoenix. Il n'avait pu disputer le moindre tournoi de cette catégorie depuis 4 ans et demi, mais il avait vraiment besoin de jouer des matchs pour retrouver la confiance. Alors des rencontres, il en a disputé, mais ça reste vraiment insuffisant pour la confiance, puisqu'il s'est incliné en quart de finale face à un Italien assez méconnu et classé 168e mondial. Il s'est malgré tout repris à Miami, où il a atteint les 8e de finale. Sur sa route, il a pris sa revanche sur Marco Cecchinato, le joueur qui l'avait surpris à Roland-Garros l'an dernier, vous vous en souvenez certainement. Et il a finalement perdu en 2 sets vraiment très serrés face au solide joueur américain Frances Tiafoe, l'un des gros espoirs du tennis mondial. La deuxième place du classement revient à Arthur De Greef, qui a effectué un rapide saut au-dessus de l'Atlantique entre Drummondville au Québec et Lille. Lors du premier de ces 2 challengers, il a atteint un bon quart de finale, avant de perdre face à l'expérimenté joueur italien Matteo Viola. La semaine suivante, dans le nord de la France, il a pris sa revanche face à Viola, avant de céder face à l'Allemand Yannick Madden. Ce joueur est tout de même classé 108e mondial et était tête de série numéro 2 à Lille. Et pour la petite histoire, c'est également le compagnon depuis plusieurs années de Kimberly Zimmerman. Enfin, la 3e place du podium est attribuée à Yannick Mertens, qui a disputé les 2 mêmes tournois qu'Arthur et a chaque fois passé un tour dans le tableau final. À Lille, il avait même dû passer par le tableau de qualification. Alors, ça peut paraître peu, mais ça fait tout de même plus de 2 ans que Yannick n'avait plus atteint 2 deuxièmes tours consécutifs en Challenger, donc il est plutôt dans une passe positive. C'est le cas aussi pour Kimmer Coppejans, qui après un bon début de saison a encore atteint un quart de finale au Challenger de Santiago. De retour de son long périple en Amérique du Sud, il est resté sur terre tout de même pour disputer le tournoi de Marbella, mais il y a malheureusement échoué dès le premier tour. Ruben Bemelmans, au contraire, est vraiment dans une très mauvaise passe. Il s'est en effet incliné d'entrer en qualification tant à Indian Wells qu'à Miami et a également perdu au premier tour du tableau final du Challenger de Phoenix entre les deux. Alors même s'il est passé tout près de la victoire à Miami face à Paolo Lorenzi, il subissait tout de même là sa 6e défaite consécutive et n'a en fait remporté que 2 matchs contre 10 défaites depuis le début de la saison. Au classement race, il n'est d'ailleurs même pas dans le top 300 pour l'instant. Et au classement ATP, on voit d'ailleurs les conséquences directes de la méforme de Ruben, puisqu'il perd 19 places et est désormais talonné par Arthur De Greef, qui lui continue sa progression. Yannick Mertens remonte également un petit peu, alors que Sander Gillet, lui, il perd les points du seul tournoi en simple qu'il avait disputé en 2018 et disparaît donc du classement. Chez les filles, ce sont 2 résultats en ITF de 25 000 $ qui ont été les plus marquants en simple. Tout d'abord, la victoire de Grete Minen au W25 de Yokohama, qui vient confirmer l'excellent début de saison de l'Anversoise. En à peine 3 mois, elle a en effet grimpé de 130 places au classement et a atteint son premier quart de finale en tournoi WTA, ainsi qu'un autre dans un W60 au Japon. Et c'est d'ailleurs lors de la fin de cette tournée nippone qu'elle s'est imposée à Yokohama et a donc remporté son 8e titre ITF, mais le tout premier en W25. De retour en Europe, elle a ensuite disputé le W60 de Croissy-Beaubourg en France et est passée pas loin de battre la tête de série numéro 5 au premier tour. À 20 ans à peine, Lara Salden est également une des très belles satisfactions de ce début de saison. C'est en toute fin de mois qu'elle a également pris la route du Japon pour disputer 2 tournois à Kofu, 2 tournois W25. Battue au 2e tour la première semaine par le petit prodige ukrainien Lopatetska, elle s'est hissée en finale lors de la seconde. Il s'agissait bien entendu de sa toute première finale à ce niveau,
puisqu'elle n'avait même jamais atteint le moindre quart de finale en W25, et elle a en plus obtenu son tout premier succès sur une top 200 face à l'Indienne Ankita Raina au deuxième tour. Isaline Bonaventure était déjà sortie 4 fois des qualifications dans des épreuves du grand circuit en janvier et février. Elle y est encore parvenue à Indian Wells, mais cette fois elle a fait encore mieux puisqu'elle a réussi à franchir 2 tours dans le grand tableau. Au deuxième tour, elle a d'ailleurs pris la mesure de la Croate Donna Vekic, 26e mondiale, après un superbe comeback. Il va sans dire qu'il s'agissait là de la meilleure perf de sa carrière. Nos 3 joueuses du top 100 n'ont par contre pas trop brillé en simple lors des épreuves WTA. Elise Mertens a tout de même atteint les 2 fois le 3e tour. Bon, elle était bye du premier, mais ses défaites face à Qiang Wang et Marketa Vondrousova laissent un petit goût de trop peu. Elle s'est heureusement très largement rattrapée en double, mais ça, je l'évoquerai lors de la vidéo consacrée à cette discipline. Après une défaite au deuxième tour des qualifications à Indian Wells, Janina Wickmayer est partie disputer les WTA 125 de Guadalajara au Mexique. Elle s'y est inclinée dès le deuxième tour face à la Tchèque Kristina Pliskova, la jumelle de Carolina. Mais elle a pris sa revanche sur cette joueuse pour atteindre le tableau final de Miami, où elle a encore franchi un tour avant de céder avec les honneurs face à la numéro 1 mondiale Naomi Osaka. Marina Zanevska avait réalisé un très bon mois de février, celui de mars a été un tout petit peu plus irrégulier. Elle a notamment atteint un très bon quart de finale au W60 de Croissy-Beaubourg, mais par contre elle avait chuté d'entrée lors du W25 de Kazan face à une invitée qui plus est. On peut également parler de déception pour Kirsten Flipkens puisqu'elle a chuté au deuxième tour à Indian Wells et au premier à Miami. Mais ses adversaires, Danielle Collins et Yulia Putintseva, ont tout de même quelques références à faire valoir. Alors au classement WTA, il n'y a pas de secret, les 3 joueuses de notre podium, à savoir Grete Minen, Lara Salden et Isaline Bonaventure, réalisent les 3 meilleures progressions du mois. Et encore, Lara ne recevra les points de sa finale au Japon que lundi prochain, et donc elle va encore progresser de plus de 120 places. Marina Zanevska, par contre, chute énormément, malgré des résultats plutôt corrects, mais elle avait les points d'une victoire dans un 60 000 $ en Chine à défendre, des points qu'elle avait obtenus il y a 12 mois. Le seul succès remporté sur l'ITF World Tour l'a été par Zizou Bergs. Si les premiers résultats de l'année du Limbourgeois n'ont pas été exceptionnels, il s'est bien rattrapé lors d'une tournée dans le golfe Persique. À Doha, il a atteint les demi-finales d'un premier tournoi avant de remporter le deuxième, toujours dans la capitale qatari. Il est pourtant passé tout près de la sortie dès le premier tour où il ne s'en est sorti qu'au tie-break du dernier set, mais il n'a plus cédé de manche par la suite pour remporter son 3e titre. Lors de son dernier tournoi de la tournée, disputé à Manama, il a par contre échoué au 2e tour. Depuis son très bel été, Jeroen van Est n'avait plus réussi à atteindre une finale en M15. Il y est parvenu en ce mois de mars, lors d'une tournée en Croatie, à Rovinj plus exactement. Lors de ce tournoi, il a tout de même remporté 4 matchs sans perdre de 7, notamment face au favori numéro 1 du tableau. Malheureusement, il a ensuite été battu lors du dernier match par un invité. La semaine précédente, il avait perdu au premier tour du M15 de Porek en 3-7 face à la tête de série numéro 5, mais lors de son dernier tournoi du mois, à Opatija, il a encore atteint un bon quart de finale. Dans le golfe persique, Zizou Bergs s'était accompagné de Arnaud Bovy qui a également réalisé une bonne tournée. C'est surtout lors de la première semaine à Doha qu'il s'est mis en évidence puisqu'il a atteint les quarts de finale et a même battu la 5e tête de série. Il s'est finalement incliné face à Zizou, non sans défendre vaillamment ses chances. Il a encore battu le 8e joueur du tableau la semaine suivante, toujours à Doha, avant de perdre, mais face à la 4e tête de série, au premier tour à Manama. Les autres résultats ont tout de même été nettement moins probants. Alors Chris Eyman a tout de même atteint un bon quart de finale aux 25 000 $ de Santa Margherita di Pula, mais son premier résultat du mois avait tout de même été nettement moins bon, puisqu'il s'était incliné d'entrée lors d'un M15 à Oslo. Et ça s'est surtout mal passé pour Maxime Powells, battu d'entrée tant à Poitiers qu'à Sharm el-Sheikh. Il n'affrontait pourtant pas de tête de série, mais il a perdu les 2 fois assez sèchement en plus. Michael Geertz est lui parti aux États-Unis pour disputer 2 M25. Battu d'entrée à Bakersfield, il a dû s'avouer vaincu au 2e tour des qualifications à Calabasas. Nul doute qu'il espérait rapporter plus de points de cette tournée. Au classement, ITF World Tour masculin, Jeroen van Est et Zizou Bergs progressent bien, et c'est très important parce qu'ils vont bientôt pouvoir faire valoir ce classement pour rentrer dans les challengers. Nettement plus loin, on voit qu'Arnaud Bovy réalise également un joli bond. Les grosses chutes viennent du fait tout simplement que certains joueurs ne disputent plus de tournois sur ce circuit. Soit parce qu'ils ont pris leur retraite comme Germain Gigounon, soit comme Julien Canina parce qu'ils sont blessés,
soit encore parce qu'ils sont plutôt actifs sur d'autres circuits, comme c'est le cas d'Arthur De Greef et de Sander Gillet. Chez les filles, pour le 3e mois consécutif, c'est Magali Kempen qui décroche la première place. Pas de victoire pour autant, comme c'était le cas en janvier et en février, mais il faut dire que Magali s'est un petit peu éloignée de l'Égypte qui lui réussit tant, et c'est du côté de Cancun, au Mexique, qu'elle s'est illustrée en atteignant une demi-finale. Elle y a battu les têtes de série numéro 7 et 3, avant de s'incliner en 3-7 face à la deuxième favorite. Lors de la première semaine de cette tournée, déjà sur les côtes du Yucatan, elle avait été battue au deuxième tour, mais après avoir déjà là aussi battu une tête de série. Derrière Magali, comme en février, c'est un petit peu le vide. Une seule autre joueuse, Elisa Van Langendonk, a réussi à remporter des matchs dans un tableau final. Elle y est même parvenue 3 fois lors de 3 épreuves successives disputées à Antalya, mais les 3 fois, elle n'a pas réussi à poursuivre son parcours, battue, il est vrai, chaque fois par une tête de série. Il a donc été très difficile de choisir une 3e joueuse pour compléter ce podium, et mon choix s'est dévolu sur Anaïs De Fossé. Elle est en effet la seule à être sortie 2 fois des qualifs dans des W15, c'était lors des 2 tournois de Cancun, et ça me permet de vous donner quelques nouvelles de cette joueuse que vous avez peut-être déjà essayé de chercher en vain dans les tableaux du circuit ITF. En fait, Anaïs possède la double nationalité belgo-japonaise et elle a décidé depuis le début de cette saison de jouer pour le Japon. Elle a en plus décidé d'opter pour le nom de sa maman, Kikuchi, ce qui la rend encore plus difficile à retrouver. Mais à tennisbelge.be, nous continuons bien entendu à suivre ses résultats. Comme je l'ai dit, pour le reste, ce fut quand même assez médiocre. On a pu tout de même assister au retour d'Aksana Marijn, même si ça s'est soldé par 3 défaites au premier tour des qualifications, une fois à Gonesse et 2 fois à Tabarka. Bien sûr, pour elle, le principal était de pouvoir rejouer sans douleur après une saison 2018 vraiment gâchée par les blessures. Pas de soucis de santé par contre, en tout cas à ma connaissance, pour Justine Pisson, mais elle ne parvient pas à retrouver son niveau de l'an dernier. Elle a été battue au 2e tour des qualifications à Amiens et à Gonesse, et au premier tour du tableau final au Havre. Au classement ITF féminin, Lara Saldan prend la première place, surtout en raison de la chute de Grete Swinen. Bon, c'est une chute sans conséquence, puisqu'on sait que Grete se tourne désormais vers le classement WTA. Nettement plus inquiétante est la chute de Helen Scholzen, qui elle aussi s'est consacrée sur les W25 depuis le début de la saison, ça explique cette chute. Sauf que c'est justement grâce à ce classement ITF qu'elle pouvait rentrer dans les tableaux finaux de W25, et elle va devoir maintenant retourner sur les W15, en tout cas lors de ce printemps, afin de remonter dans ces classements et pouvoir à nouveau jouer des épreuves mieux dotées. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo du carnet de notes du mois de mars, j'espère qu'elle vous a plu. Restez à l'affût car dans quelques jours, je publierai la dernière vidéo de ce carnet de notes avec les résultats en double chez les jeunes sur le circuit wheelchair et sur le Belgian Circuit. A bientôt donc.